Tu l'as fait en Steve Jobs, quoi. Ok. Bon, merci à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Merci à Sika et à Hassan de nous inviter toujours et d'abattre ce boulot pour que cette communauté tienne encore. Le meet-up passé, je me rappelle, on l'avait fait à 4, c'est ça? Et aujourd'hui, je suis plutôt agréablement surpris parce que bon, on est quand même une dizaine. Le sujet que moi je vous propose aujourd'hui, c'est Android Arsenal. Quand je dis Arsenal, ils ont mis sur Facebook le meilleur Arsenal. C'est un gros mot. C'est comment moi j'aborde Android, quels sont les outils que j'utilise pour mieux faire les choses. Donc, je mets part 1 parce que quand j'ai commencé à faire la présentation, j'étais à peu près à 100 slides. Ouais, et surtout en code parce que je veux la faire en pratique. Et donc j'ai essayé, on va la faire en plusieurs séances. Donc aujourd'hui on va faire une partie, on va prendre certains outils et voir comment on les utilise et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va me permettre moi de vous amener les prochaines fois. Bon, je suis d'accord, il manque quelque chose sur ce slide. Voilà. Il y a un vide entre le logo et le titre de la présentation. Il y a souvent un logo que je mets pour illustrer la présentation. Mais j'ai vu Android, bon, si on met le bonhomme, ça ne va pas beaucoup avec Arsenal. Android Arsenal, qu'est-ce qu'on peut trouver là? Bon, j'ai trouvé quelque chose. J'ai habillé le bonhomme Android avec Arsenal et ça le fait plutôt bien. Hein? Ah bah non, pas Giroud, pas Giroud. Non mais plus sérieusement, je crois que celui-là est plus adapté à la présentation. Donc, me concernant, moi je m'appelle Deyin Jiddou, je suis directeur technique, CTO, tout ce que vous voulez à Netico à Sénégal. Ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Quand je me présente, c'est surtout en tant que développeur. C'est ça qui m'intéresse, faire du code et faire du code. Donc, pour aborder la présentation, j'aimerais revenir en 2013 où quand j'ai décidé de commencer Android. Bon, je ne l'ai pas décidé comme ça, je ne décide pas de faire des technos, c'est surtout pour un besoin de travail à l'entreprise. On devait d'abord aborder Android. Bon, je ne sais pas par où démarrer, je suis un javaïste, je suis plutôt à l'aise en Java, mais comment je prends le truc? C'est le développement mobile, je n'ai jamais fait. Donc je me rapproche du JTOG. Qui était dans le JTOG ici? Ah, il y a 3 personnes là. Et puis j'envoie un mail. Je leur demande qu'est-ce qu'on doit faire en Android, est-ce qu'il y a des patterns qui reviennent entre Android, le développement Java, etc. Et bon, ils ont été agréables, mais les réponses, c'était pas vraiment ça. Il y a Sika à la fin qui dit merci pour le zip. Je suis sûr qu'il ne l'a jamais ouvert. Donc, voilà, donc je m'y suis mis. Bon, j'ai su que voilà, il fallait que je le fasse par moi-même. J'ai commencé à aborder le problème, toujours from scratch, donc la documentation officielle. Et après 3 ans de travail, bon, voici tout l'outillage par lequel je suis passé. Certains trucs, je les ai laissés tomber. On va quand même les aborder pour voir pourquoi je les ai laissés tomber. Et certains autres font partie aujourd'hui de mon arsenal. C'est-à-dire, dès que je démarre mon application, hop, le fichier de dépendance et je les intègre parce que je sais qu'ils font partie de mon architecture. Donc, vous êtes sûrement à l'aise avec tous les concepts qui sont là, l'injection de dépendance, les bus d'événements, personne. Bon, processing image sûrement, boilerplate, bon, ça c'est le péché mignon d'Android, les opérations network quand vous communiquez avec des API, et puis du database, vous en aurez sûrement besoin lorsque vous faites du mode déconnecté. Donc, l'approche pour la présentation va être de la pratique. Ne pas avoir entendu quelque chose n'est pas aussi bien que de l'avoir entendu n'est pas aussi bien que de l'avoir vu n'est pas aussi bien que de l'avoir connu, et l'avoir connu n'est pas aussi bien que de l'avoir pratiqué. Donc on va essayer de le pratiquer. Donc l'exemple que je vous propose est un exemple basique. Pour ma présentation dernière au niveau du DRB, on dit DRB ou drug maintenant? Au niveau du DRB, bon, j'avais fait une présentation sur Angular et c'est toujours le même exemple. J'avais utilisé une petite application qui liste les slides dans le DRB. Donc c'est toujours la même chose, le même backend. Donc il y a une appli, un client Android
et qui fonctionne avec un back-end en arrière-plan qui est fait en Ruby on Rails. On va zapper la partie back-end, on va s'occuper plutôt de la partie client. Donc, ça c'est mon code que j'ai écrit, je crois, en 2000, que j'aurais pu écrire en 2013-2014. Donc, une seule activité. Dans l'activité, on tente d'initialiser la liste. Donc, on récupère notre list view qui est mappée depuis notre layout. Et on fait une opération get sur notre serveur pour récupérer notre réponse. Aujourd'hui, en Android, vous ne pouvez pas faire une opération de type I/O. Quand je dis I/O, c'est soit networking, soit lire du fichier local. Ces opérations-là, vous ne pouvez pas les faire dans le thread principal de l'application, c'est-à-dire le thread où tourne l'interface utilisateur. Vous êtes obligé de les détacher de là. Donc, vous englobez tout type d'opération de type I/O. Et là, par exemple, on va requêter un serveur. On l'encadre par un async task. Donc, ce sera une opération asynchrone dans un thread isolé. La async task a toujours deux méthodes. Une méthode do in background, donc fais-le en background. Et une fois que tu as le résultat, on-post execute, c'est-à-dire là, le on-post execute s'exécute dans le thread principal. Donc, à partir de là, vous avez déjà les données qui sont reçues et là, vous pouvez les mettre au niveau de votre vue. On est d'accord que c'est horrible. J'ai écrit 20 instructions. Ensuite, quand j'ai regardé ça, bon, je fais une petite pause. Et vous remarquerez aussi qu'il y a pas mal de classes ici qui sont barrées parce qu'elles sont dépréciées, mais dépréciées depuis 3 ou 4 mois. Donc, on faisait quand même ce truc-là jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc, une fois que j'ai récupéré les données, elles sont sous forme JSON. Je fais une conversion de forme JSON to object, donc en utilisant une librairie, et puis je set ça dans un adapteur qui gère en fait l'affichage de ma liste. Donc l'adapteur, je lui passe une liste de slides, et ensuite je récupère pour chaque ligne les éléments qui sont sur la ligne. En gros, là où je vais placer le title, là où je vais placer le speaker, là où je vais placer l'image. Donc, je les récupère ici. Et puis maintenant, je récupère l'objet slide qui vient du serveur et puis je renseigne les données. Bon, tel composant texte affiche dedans le title, tel composant texte affiche dedans le speaker. Et puis, je me rends compte que je dois afficher une image. C'est une opération I/O. Une opération I/O, je ne peux pas faire image.set, etc. J'ai eu dans l'image. Je suis obligé de le faire dans un aussi async task. Donc, j'écris encore un horrible code pour le faire. Donc, on va commencer maintenant à utiliser notre outillage pour essayer de nettoyer tout ça. La première chose qu'on va regarder, c'était notre premier aspect, c'est le boilerplate. Donc, le boilerplate, ce sont les instructions techniques qui n'ont aucune valeur fonctionnelle. Par exemple, cette instruction n'a pas de valeur fonctionnelle. Je suis en train de récupérer ma toolbar depuis la vue. En fait, ça veut dire que sur votre composant, sur votre application, si vous développez une application sur laquelle vous affichez 15 zones de texte, vous allez venir ici écrire 15 instructions pour récupérer et mettre les données dedans. Ça fait 15 instructions. Aujourd'hui, on évalue en moyenne, j'ai regardé une présentation sur Google, par application, on évalue ce type d'instruction à 3000. Vous allez quand même écrire 3000 instructions qui ne servent à rien. Donc, la première chose auquel on va s'attaquer, c'est ce genre d'instruction. Donc, on fait dégager ça. Je fais dégager ça, c'est trop facile à dire. Donc, j'ajoute une première dépendance qui est Butter Knife. Donc, c'est une dépendance faite par une entreprise qui s'appelle Square. En gros, c'est l'entreprise qui est la plus active dans le domaine open source
c'est l'une des entreprises les plus actives dans le domaine open source d'Android. Donc, une petite phase de téléchargement. Salut, pause. J'ai pas le droit de boire là. Ok. Et voilà, maintenant au niveau de notre classe toolbar, on vient juste annoter bind r.id.toolbar. Pour notre liste view, on vient également, on fait la même chose. r.id.slideList. Ok, donc ça saute, ça saute. Je vais faire la même chose au niveau de l'adapteur où on affichait chaque ligne. Donc ici, c'est un peu plus subtil parce que j'ai un view holder, donc les 3 instructions sont là. Je fais sauter Y, Y, Y. Et là, au niveau de mon view holder où je fais ça. Slide.speaker à desk. Ok. Donc il manque quand même toujours quelque chose parce que Butterknife n'a pas encore démarré. Il faut que vous lui dites sur chaque classe le moment dans lequel il démarre. Et là, par exemple, on est dans une classe qui est de type Pojo. Donc la meilleure chose pour démarrer Butterknife sur une classe de type Pojo, c'est de le faire dans le constructeur. Donc public, slide. Butterknife.bind. Je lui dis, tu démarres sur cette classe et la vue depuis laquelle tu vas faire le mapping entre composants et layout, je ne l'ai pas en entrée, donc je la passe en paramètre. Et au niveau de mon constructeur maintenant, j'envoie ma vue. Ça y est, c'est bon. Pareil, on fait le même travail sur notre activité. Je démarre Butterknife ici. Non, juste après avoir mappé le layout sur l'activité. Butterknife.bind this. Le cycle de vie d'une activité, il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. Donc en gros, lorsque vous faites un lien entre une activité et une autre classe, vous gardez une référence vers cette activité et il faut maîtriser cette référence. Le cycle de vie d'une activité est très subtil et vous ne le maîtrisez pas. Autant dans votre application, vous pouvez vous débrouiller pour gérer les interactions entre vos activités, autant vous ne pouvez pas maîtriser les interactions externes. Quand votre application est démarrée, vous recevez un coup de téléphone, elle passe en arrière-plan. Hop, vous avez changé de statut, vous ne maîtrisez pas ça. Donc vous êtes obligé de dire à Android, certes, quand linker avec une classe, mais aussi quand unlinker cette classe-là. Donc ici, on est obligé de lui... c'est contrôleur. On destroy. Et à la destruction de mon activité, Butterknife, unbind this. Donc tu arrêtes de me suivre.
On fait un déploiement pour voir que rien n'est cassé. C'est bon. Ok, on s'est débarrassé de quelques instructions boilerplate. Donc, le deuxième point auquel je vais m'attaquer, c'est l'affichage des images. Donc, juste pour expliquer, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait en détail, mais l'affichage de l'image, il s'agit en fait d'une opération de type I/O. C'est ce que je disais tout à l'heure, et on ne peut pas le faire dans le thread principal de l'application. C'est pourquoi on est obligé de développer une async task. Ce code est from Android Developer, donc il est préconisé sur le site officiel de la documentation. Je ne conseille pas de l'utiliser. En gros, on passe une URL, on chope un stream sur l'URL, on le décode en un bitmap et à la fin, on le set dans notre image, une fois qu'on a le bitmap. Donc la première chose que je vais faire, c'est supprimer tout ça. Donc, je vais utiliser une autre dépendance qui s'appelle glide. Une petite synchronisation pour la dépendance. OK. Et donc dans mon adapteur, j'ai supprimé toute une méthode. Ici, pareil. Puis je fais glide. Point. Avec ce contexte. With context, get context. Point. Load. Charge cette image. Into viewholder.image. Ça y est, c'est bon. Je Ctrl Shift F5. Voilà. Donc, vous allez me dire pourquoi il y a toujours la même image. En fait, c'est le comportement même normal et c'est l'avantage de cette API. L'URL que j'ai mis ici, c'est une URL lorem ipsum, c'est ça qu'on dit. Et voilà, à chaque fois qu'on l'appelle, ça retourne une image différente. Ça permet juste de mettre des images différentes. Tout à l'heure, mon code allait tout le temps sur le réseau, ce qui n'est pas le comportement que vous avez dans en temps réel. Dans une application réelle, chaque image a sa propre URL. Donc quand je vais la chercher une seule fois. Et c'est ce que vous donne cette librairie. Donc elle est allée chercher cette URL, elle a chopé une image pour tous les prochains appels. Elle ne va plus sur le réseau pour prendre l'image. Elle prend toujours ce qu'elle a et elle l'a en cache. OK. Donc on a bien avancé. Le prochain point auquel on va s'attaquer, c'est cette méthode. Donc comment j'ai attaqué mon API, j'ai récupéré un JSON et je l'ai mappé en objet. Donc pour vous faire un peu une idée de mon API aujourd'hui, c'est une API Ruby qui retourne un tableau de JSON. Donc voilà, un tableau qui contient des paramètres ID, title, description, speaker, etc. Donc toujours la même approche, on dégage tout ça. Puis on va ajouter dans notre code une couche qui n'existait pas et qui va le rendre beaucoup plus lisible.
On avait deux couches jusque-là. On avait une couche UI, dans laquelle il n'y avait que notre activité, et on avait une couche modèle où on manipule un objet slide. C'est horrible parce que toute la logique métier, vous allez la mettre dans votre UI. Donc c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'injecter une nouvelle couche. Je ne sais pas si c'est comme s'en rappelle, mais c'était ça l'objet de la question en fait, au niveau du JTUG, où en fait on essayait de voir comment on peut découpler l'UI du traitement fonctionnel. Donc j'ajoute un nouveau package. Ce n'est plus lisible, non? Gradle. Je vais ajouter une première dépendance. OK. Donc cette première dépendance que j'ai ajoutée me permet de mapper ma réponse JSON sur mon objet métier Java. Donc j'ai un title ici, je lui dis toi tu corresponds à telle propriété, dans le nom c'est la même chose. Bon, au niveau du côté backend c'est la même chose. Pareil pour le speaker, je vais mapper sur speaker. Donc j'ajoute une deuxième dépendance qui va me permettre de communiquer avec mon API. Retrofit, c'était ça l'objet de la présentation qui précédait. Malheureusement, il n'est pas là. Je n'ai pas prévu d'aller plus loin, mais on va voir au moins comment elle fonctionne. OK. Dans ma couche service, je commence par créer une première classe que je vais appeler DRB. Donc en fait, Dakar Ruby Brigade, je l'appelle service. Ça va être plutôt une interface dans laquelle je vais définir une méthode public void getSlides. Ça fait rire Pathé quand je fais public void final static. C'est Hassan qui fait rire. Ouais, pas de souci. Donc en fait, on va utiliser les annotations pour dire à quoi sert cette méthode, sans lui donner en fait encore. C'est à lui de nous dire. Donc cette méthode me retourne les slides de mon API. Donc elle requête cette route-là en get. Donc là, je crée un DRB client dans lequel je définis public void getSlides. Et là, je cherche à instancier un service de type celui que je viens de définir tout à l'heure, sachant que c'est une interface. Donc, j'utilise Retrofit, qui permet de construire un builder. Donc, Retrofit adapter égale new.
Pourquoi il me met le truc au-dessus là? Reste adapteur, point. Point builder. Point. Et là, j'essaie de lui donner les informations. Donc, je lui donne la première information, c'est le endpoint. Donc, c'est l'adresse IP. HTTP 2.192.168. C'était quoi encore? 1.102. 2.3000. C'est ça, 102. Ah, c'est 33. C'est 133. Ouais. Hein? Ok. Donc, je lui donne un niveau de log, set log level. 133, ok. Je lui donne comment convertir la réponse JSON en objet. Donc, il lui faut un converteur. Donc, le converteur qu'on va utiliser, c'est la librairie qu'on a intégrée qui est Jackson. Donc, je lui donne un new Jackson converter qui a besoin d'un object mapper. OK, new object mapper. Et ensuite, mon builder est terminé. Et mon builder maintenant me permet de récupérer une instance de mon service. Reste drb service égale adapter.create drbservice.class. Donc retourne-moi une instance qui en fait est une implémentation de cette interface à la volée. Donc ça le fait à travers l'introspection en Java. Et à partir de là, je peux appeler mon service .getSlide. Donc où est-ce qu'il va me retourner la réponse? Mon service manque de quelque chose. Bon, le pattern callback en JavaScript. CB. Il faudrait que je lui dise qu'est-ce que le callback va prendre en paramètre. Et là, on va utiliser la généricité pour régler ça. On va lui dire qu'en fait, il a besoin d'une liste de slides. À partir de là, je peux instancier ici un callback. Et hop, une fois que j'ai mes slides, j'ai droit à deux méthodes, onSuccess et onFailure. Mais là, je suis